Il est 10 heures ici à Paris. Bonjour et bienvenue dans Parlons-en, votre rendez-vous avec l'info qui prend son temps. Voici les titres de ce mardi. Des milliers de manifestants à Paris, à Tunis, à Barcelone ou encore à New York. Indignation mondiale après la frappe israélienne contre un camp de déplacés de Rafah qui a fait au moins 45 morts dimanche. Le Conseil de sécurité des Nations Unies va se réunir en urgence aujourd'hui. Benyamin Netanyahou, fait rarissime, évoque une erreur tragique. C'est dans ce contexte que l'Espagne, l'Irlande et la Norvège officialisent aujourd'hui leur reconnaissance d'un État palestinien. Un geste qui divise les pays du vieux continent et qui a provoqué une réaction immédiate d'Israël. Lors de la réunion du Conseil des ministres qui se tiendra aujourd'hui, le gouvernement espagnol approuvera la reconnaissance officielle de la Palestine. Avec cette décision, l'Espagne rejoint les plus de 140 pays qui reconnaissent déjà la Palestine. Il s'agit d'une décision historique qui n'a qu'un seul objectif: contribuer à l'instauration de la paix entre Israéliens et Palestiniens. Le bombardement du camp de déplacés de Rafah est-il un tournant dans une guerre qui dure bientôt depuis 8 mois? Jusqu'où le jusqu'au boutisme de Benyamin Netanyahou va-t-il le mener? Que peut le droit international dans cette guerre et le geste symbolique de ces 3 pays européens ce mardi? Nous allons tenter de répondre à ces questions avec mes invités jusqu'à 10h45. Nous avons beaucoup de choses à nous dire, c'est Parlons-en et c'est parti. Ce sont des images terribles, indiffusables. Des cadavres qui jonchent le sol, le corps d'un enfant porté à bout de bras, décapité, des tentes de réfugiés, des bâtiments, des véhicules en flammes. Les images du camp de déplacés palestiniens de Barkassat à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, frappé dimanche soir par un bombardement israélien. 45 morts. Des images qui suscitent depuis dimanche un déluge de condamnations dans le monde entier. Le chef de la diplomatie européenne s'est dit horrifié. Comme Joe Biden, l'ONU demande une enquête. Le président français Emmanuel Macron a fait part de son indignation. Le Premier ministre israélien a lui-même reconnu qu'il s'agissait d'une erreur, je cite, tragique, une erreur qui intervient après plusieurs décisions de justice mettant en cause directement Benyamin Netanyahou et plus largement la guerre qu'Israël mène à Gaza. Le Premier ministre israélien avec son gouvernement sont-ils plus isolés que jamais? Que peut la justice internationale sur un homme qui ne semble écouter personne, mais peut-être surtout sur l'issue du conflit? C'est le sujet de notre discussion aujourd'hui jusqu'à 10h45. Dans Parlons-en avec vous, Céline Bardet, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être sur ce plateau. Vous êtes juriste, spécialiste des questions de crimes de guerre et nous sommes en ligne avec Yohann Soufi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat, spécialiste du droit international, ancien directeur juridique du bureau de l'UNRWA, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens au Proche-Orient. Nous serons tout à l'heure en ligne avec Ofer Bronstein, qui est cofondateur et président du Forum international pour la paix. L'attaque sur Rafah a eu lieu 48 heures à peine après une ordonnance de la Cour internationale de justice sommant Israël de mettre fin à son offensive contre Rafah. On va revenir dans un instant, bien sûr, sur le poids de cette ordonnance, ce qu'il signifie, ce qu'il pourrait avoir comme conséquence. Mais d'abord, peut-être Céline Bardet, peut-être pas seulement en tant que juriste, mais en tant que femme du monde, que citoyenne, qu'est-ce que les images de Rafah qu'on a vues depuis dimanche vous inspirent? J'ai envie de vous dire, ça m'inspire rien, c'est insupportable en fait. C'est insupportable. Et voilà, celles-ci sont particulièrement insupportables et j'ai envie de dire toutes les images qu'on voit depuis 8 mois liées à ce conflit sont insupportables. Et voilà, et moi la question que je me pose, c'est le rôle de la justice dans tout ça, c'est un sujet, mais en fait, quand est-ce qu'on se sort de ça? Voilà, moi j'en suis à ça, et je pense comme beaucoup de gens. Yohann Soufi, même question, qu'est-ce que les images de Rafah vous ont inspiré? Oui, comme l'a dit Céline Bardet, d'abord de la tristesse, une forme d'impuissance, mais aussi une forme de colère. Une forme de colère parce que on alerte, ceux qui connaissent Gaza alertent depuis des mois sur la catastrophe humanitaire en cours et qui perdure. Et on a l'impression d'alerter un peu dans le vent parce que ceux qui ont le pouvoir politique ne prennent pas les décisions qui s'imposent. On se demande depuis dimanche soir si ces images-là, Yohann Soufi, peuvent-elles être un tournant dans ce conflit? Je crois que je connais votre réponse, mais je vous la pose quand même.
Malheureusement, depuis le 7 octobre, j'ai l'impression qu'on voit des images de plus en plus atroces, qu'on alerte sur des faits de plus en plus graves, que les juridictions émettent des décisions de plus en plus historiques et que rien n'entrave la folie meurtrière à Gaza. L'attaque sur Rafah a eu lieu 48 heures à peine après une ordonnance de la Cour internationale de justice sommant Israël de mettre fin à son offensive contre Rafah. Pour qu'on comprenne bien de quoi on parle, je ne sais pas, Céline ou Yohann, lequel d'entre vous veut répondre, mais est-ce qu'on peut revenir d'abord sur le contexte dans lequel cette ordonnance a été prise, au nom de quels principes et pourquoi surtout cette ordonnance n'est pas applicable? Alors déjà, je pense que Yohann il pourra plus détailler là-dessus, mais je reprends ce qu'il vient de dire, c'est-à-dire que déjà, il faut rappeler que la justice, que ce soit la Cour internationale de justice, la Cour pénale internationale, et d'ailleurs les Nations Unies, dans une mesure aussi importante, prennent des actions. Et je souligne que Yohann Soufi a dit même des décisions historiques. Là, la Cour internationale de justice, elle s'est emparée de cette situation parce qu'elle a été saisie, elle fait son travail et elle émet des décisions qui, normalement, devraient être appliquées. Maintenant, on a de l'autre côté une réalité qui est celle d'un chef d'État, vous l'appelez comme ça, Benjamin Netanyahou, un chef d'État, par ailleurs d'un État quand même qui est censé être une démocratie et un État de droit, et qui, en fait, pardon l'expression, mais s'assoit dessus et n'applique rien. Donc voilà. Donc oui, l'ordonnance de la CIJ, elle est extrêmement importante et elle devrait être appliquée. Les États ont reconnu la Cour internationale de justice et devraient l'appliquer. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait quand ils ne le font pas ? On n'a aucun recours, on n'a aucune arme. Il n'y a personne qui va partir de la Cour internationale de justice pour aller voir Benjamin Netanyahou et le forcer à la mettre en œuvre. Donc c'est ça la limite en fait que l'on a. Yohann Soufi, à quoi sert cette ordonnance, cette décision, cette sommation de la Cour internationale de justice si elle est inapplicable ? Mais Céline Bardet l'a très bien dit, c'est-à-dire qu'il faut distinguer le caractère juridique des décisions des juridictions internationales en général et leur mise en œuvre. Et les juridictions n'ont pas de force contraignante, n'ont pas de force de police ou d'armée à leur disposition, et donc dépendent de la coopération des États pour les faire appliquer. Et ce qu'on constate effectivement depuis l'ordonnance du 26 janvier, qui avait été renouvelée et même accrue le 28 mars, et qui a été encore renforcée dernièrement, eh bien, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de pression suffisante, notamment de la part des alliés d'Israël qui pourraient avoir des leviers politique pour contraindre le gouvernement israélien à respecter les décisions de la CIJ, eh bien, de le faire. Et donc, c'est un peu cette impuissance qui est, ou cette inaction plutôt, qui est désolante. Autre décision historique prise avant celle de la CIJ, celle de la Cour pénale internationale, que ne reconnaissent ni les États-Unis ni Israël, faut-il le rappeler. C'est non pas l'émission, mais la demande d'émission de mandat d'arrêt à l'égard et de Benjamin Netanyahou et de plusieurs responsables palestiniens, on ne l'oublie pas. Là encore, décision à venir historique, mais rien que l'appellation de la décision est historique en soi. Là encore, qui devrait rester lettre morte. Probablement qu'il restera lettre morte. Déjà, on verra si c'est confirmé. Mais par contre, pour répondre à cette question, et justement celle d'avant aussi, c'est que quand bien même, si je puis dire, il n'y a pas de contrainte, et en tout cas, on n'a pas d'outils pour cette contrainte, quand même, il ne faut pas oublier que la justice, elle dit des choses. Et ça, je pense que c'est extrêmement important parce qu'elle le fait de manière factuelle, indépendante. Donc que ce soit la Cour pénale internationale, mais si on reprend par exemple la Cour internationale de justice, voilà, elle demande les arrêts immédiats des opérations militaires. Ça veut dire qu'elle est en train de dire oui, là, il y a des violations du droit international. Donc elle le dit. Et c'est important qu'une Cour le dise. C'est dans ce sens-là où j'essaie d'être un peu positive après tout ce qu'on dit, c'est de dire la Cour quand même, elle fait ce travail-là. Après, on l'écoute pas, etc. C'est autre chose. Parce que vous dites, c'est qu'en sous-texte, en disant il faut que les combats s'arrêtent, que l'opération à Rafah s'arrête, le sous-texte est
parce qu'il y a violation du droit international et du droit de la guerre. Bien sûr, parce que là, ça veut dire parce qu'on est en delà largement de la légitime défense. On est dans des opérations qui tuent des gens, qui affament des gens. Donc oui, c'est quand même ça ce qu'elle dit. Donc ça, c'est important. Et c'est encore une fois un organe qui est indépendant et qui se base sur des faits. Donc pour revenir à la Cour pénale internationale, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'il y a ces mandats. Donc on verra ces demandes de mandat d'arrêt, on verra s'ils seront confirmés. Mais c'est pareil, on pose des faits. On pose des faits. Et les faits, c'est quoi ? C'est ceux du Hamas et de la commission des atrocités du 7 octobre. Très bien. Qu'on qualifie, qu'on détaille, ça c'est important, et c'est ceux qui sont liés à ce que font aujourd'hui les responsables israéliens en matière de réponse et qui sont en violation totale du droit international humanitaire. Donc encore une fois, je pense que ça ne changera rien. Est-ce que Poutine, ça a changé quoi que ce soit dans ce qu'il est en train de faire en Ukraine ? Et qui Rien. est visé, lui, par un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. Qui est visé par un acte d'accusation de la Cour pénale internationale. Non, mais ça pose des choses. Et je rappelle aussi, je dis tout le temps ça, et je trouve que c'est extrêmement important. On parle du droit, etc. Pour les victimes, c'est important. Pour les victimes, c'est important. Et les israéliennes et palestiniennes, bien sûr, c'est important. On a entendu, Yohann Soufi, je vous donne la parole dans un instant. On a entendu ces derniers jours que la concomitance de l'émission et de l'ordonnance et de la volonté d'émettre ces mandats d'arrêt contre Netanyahou et les responsables palestiniens pouvait provoquer une espèce de zone grise et de mettre tous ces responsables dans le même panier pour des crimes supposés bien différents. Est-ce que c'est votre avis ? Non, je pense que c'est un débat qui a eu lieu. Les yeux de n'importe quel juriste voient très bien qu'il n'y a pas d'équivalence. D'ailleurs, les qualifications sont pas différentes. Il y a crime de guerre et crime contre l'humanité, mais sont très précises, etc. Et la Cour pénale internationale, elle s'attaque à des responsabilités pénales individuelles. Et après, moi, la seule question que je pose, et je me dis comment il aurait pu faire autrement. La seule marque, je pense, que le procureur de la Cour pénale internationale essaie d'avoir là, c'est peut-être à travers ça de montrer que les vies se valent et quand il y a un conflit, on regarde toutes les parties au conflit. Et donc, si les deux parties commettent des violations, eh bien, on va poursuivre ces deux parties. Donc, je pense que c'est ça qui fait et que je ne sais pas comment il aurait pu faire autrement, au sens où comment il aurait pu les différencier en termes de jours. Je pense que ça aurait été très compliqué. Yohann Soufi, sur cette ordonnance de la Cour internationale de justice, donc tombée vendredi dernier, 48 heures avant l'attaque de Rafah, pour rebondir sur ce que disait Céline Bardet à l'instant, en creux, en disant il faut que l'opération à Rafah s'arrête, c'est bien ça qui est pointé du doigt, des violations et du droit international humanitaire et du droit de la guerre ? Oui, mais ça va même plus loin. Vous savez, ce qui est important, comme l'a rappelé Céline Bardet, c'est aussi, au-delà des faits, la responsabilité individuelle. Et quand on parle de responsabilité individuelle, on parle aussi d'intention criminelle. Et à la fois, la Cour internationale de justice qui reconnaît le risque de génocide pour l'instant, comme le procureur de la Cour pénale internationale, ce qu'ils disent, c'est qu'il y a des éléments aujourd'hui qui laissent penser qu'en réalité, l'objectif n'est pas simplement d'atteindre des objectifs militaires, mais bien de porter atteinte à l'intégrité de la population civile. Et donc ça, c'est extrêmement important parce que d'une certaine manière, ça vient contredire à la fois les arguments du Hamas qui se drapent de la légitimité de leur action, comme celle du gouvernement israélien qui aussi invoque la légitime défense. Donc, de part et d'autre, ce que les juridictions internationales disent, c'est que la guerre a ses limites et qu'aujourd'hui, les deux parties ont dépassé ces lignes rouges de manière extrêmement large. Le Hamas, qui, faut-il le rappeler, galvanise l'appel au sang, disant que le sang doit appeler encore du sang et galvanise ses soutiens et la résistance palestinienne. Le Hamas qui a d'ailleurs vu dans la demande d'émission de mandat d'arrêt à l'égard de Benyamin Netanyahou une forme de reconnaissance, je cite le patron du Hamas, une reconnaissance de la résistance palestinienne. Céline Bardet ? Non, mais je souhaite
dénaturer un peu, c'est-à-dire que Ismaël Haniyeh, pardon, en fait, son nom m'échappait. on voit à quel point, oui, il y a toutes ces positions, mais on voit à quel point tout est, tout est approprié et utilisé à des fins politiques, idéologiques, ou je ne sais même pas comment les qualifier. Je pense qu'il faut faire attention de se détacher de ça, c'est-à-dire que la Cour pénale internationale, elle fait son travail de poursuite et d'identification d'éléments qui pourraient amener à une responsabilité pénale individuelle, c'est tout. Après, que le Hamas déclare ça, ou que je pense qu'il faut faire attention. Je pense que chacun est dans l'interprétation en permanence, je trouve, de la justice, qui elle-même est devenue très active sur ce conflit, mais du coup, se crée une sorte de vulnérabilité, parce que tout le monde la commente et tout le monde y trouve, on parle du génocide, la CIJ ouvre des éléments qu'il y aurait génocide. Bon, pour l'instant, il n'y a pas de décision qui dit qu'il y a un génocide. Vous voyez, ça devient un enjeu politique et d'interprétation qui, je pense, est assez dangereux. Oui, la Cour internationale de justice n'a parlé, entre guillemets, pour l'instant, que, je le dis encore entre guillemets, de risque de génocide. J'aimerais bien qu'on évoque, qu'on explique, Yohann Soufi, comment on en est arrivé là, non pas à ce conflit, bien sûr, mais à cette impunité ressentie de l'expression de cette justice internationale. Ça ne date pas de 2024, que le droit international, dans ce conflit israélo-palestinien, reste, je cherche l'adjectif adéquat, reste caduque, ou en tout cas reste sans réponse. Ça s'appuie sur des dizaines d'années de résolutions, notamment des Nations Unies, non respectées, notamment sur Israël. Je pense aux colonies en Cisjordanie. Oui, c'est un peu le problème du sentiment d'impunité, c'est-à-dire que lorsque on ne donne pas de message clair qu'on est prêt à rendre justice aux victimes, quelles qu'elles soient, eh bien, il y a le sentiment qui s'est développé aujourd'hui de manière extrêmement importante au Proche-Orient, qu'en réalité, le droit international et la justice internationale n'ont plus aucune importance. Mais c'est pour ça aussi que la situation au Proche-Orient est aujourd'hui un test pour la justice pénale internationale. Vous savez, d'une certaine manière, depuis les années 90, la justice internationale s'était attaquée principalement à des vaincus d'une certaine manière, et en tout cas pas à des puissances comme ça a été le cas l'année dernière en s'attaquant à Vladimir Poutine, et aujourd'hui en s'attaquant à Benjamin Netanyahou. Donc on est vraiment à un moment de vérité pour la justice pénale internationale, mais qui était inévitable à un moment, et donc il faut le saluer aussi comme du courage de la part à la fois du procureur et des juges de la CIJ, et qui nécessite un soutien de tous ceux qui croient aujourd'hui à ce projet d'un ordre international fondé sur le droit. Un test, Céline Bardet, vous partagez cette analyse ? Oui, non, ce que je partage, ce qui est très, très, très bien relevé, c'est que effectivement, avant, on était d'ailleurs pas mal effectivement dans les vaincus des conflits, et puis aussi de l'émission d'actes d'accusation, etc., une fois que les conflits étaient plus ou moins terminés. Là, on est dans complètement autre chose. C'est inédit dans l'histoire c'est assez inédit, quoi. Ce qui est inédit, c'est la mise en marche de la justice pendant le conflit. Et en plus, encore une fois, on ne parle pas de n'importe quel conflit, c'est-à-dire Ukraine, Fédération de Russie, ou le conflit actuel Israël-Palestine, ou Gaza, ou je ne sais pas comment l'appeler. Ce sont quand même des conflits énormes, avec donc oui, ça c'est assez inédit, et ce qui est encore plus inédit derrière ça, c'est le fait d'avoir émis la demande d'un mandat d'arrêt à l'encontre de Benjamin Netanyahou, qui est à la tête d'un État démocratique, d'État de droit. C'est-à-dire que là aussi, on commence à regarder vraiment tout le monde. Donc ça pose des choses. Ça veut dire que personne n'est en dessous de la loi, et que n'importe quel pays, aussi démocratique soit-il, n'est en dessous de la loi. Après, moi, ça m'interroge quand même un tout petit peu, parce que quand la Cour pénale internationale fait ça, qu'elle le veuille ou non, je dirais, elle reste dans son travail juridique, et là-dessus, j'en ai aucun doute, et dans la manière dont elle fait les choses, mais elle se jette comme ça dans l'arène
de la politique et du conflit. Et donc, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a plein d'interprétations de ce qu'elle fait. Et elle ne l'aurait pas fait, qu'on lui aurait sans doute reproché ? Peut-être qu'on lui aurait reproché. Après, je ne sais pas, elle ne l'aurait pas... Alors là, pour le coup, pour la Cour pénale internationale, elle ne l'aurait pas fait tout de suite, elle aurait attendu un peu. Ça, je ne sais pas si on lui aurait reproché. Sur le Hamas, certainement. Mais bien sûr, c'est compliqué. De toute façon, à chaque fois, vous faites, on vous reproche, vous ne faites pas, on vous reproche. Bon. Mais moi, ça me questionne juste parce que ça pose aussi... la Cour pénale qui dit quelque chose. Donc, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est important parce qu'elle qualifie des crimes. Elle dit qu'il y a des éléments raisonnables, tout en sachant qu'on est en plein conflit, qu'il y a des enjeux. Aujourd'hui, on l'a vu en début de cette émission aussi, la question autour de l'État de Palestine, de la reconnaissance de l'État de Palestine. Donc, on est quand même dans des choses très géopolitiques et politiques. Et la justice, elle se met là-dedans, en fait. Et elle a un rôle aussi. Moi, je trouve que c'est pas anodin non plus que de plus en plus, on entend le besoin de créer un État palestinien, le besoin de résoudre ce problème, parce qu'il y a aussi la justice qui dit des choses. Donc, je sais pas comment expliquer ça, mais tout ça est interconnecté. Je n'arrive pas à ce stade, moi-même, à me dire... Est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est pas bien ? Je ne le sais pas. Je pense que c'est important que la justice, elle reste quand même dans son silo un peu factuel, juridique. Est-ce que la question que vous posez, Yohann Soufi, Céline, c'est celle du respect, d'avoir la tête froide, quoi, que peut-être, c'est ça que vous dites, que l'embrasement actuel pourrait peut-être compliquer. Yohann Soufi, est-ce que c'est un sentiment que vous partagez ? Je vous vois hocher la tête. Non, je ne le partage pas pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il n'y a pas un seul conflit dans lequel j'ai travaillé où ce soi-disant dilemme de justice et de paix n'est pas invoqué par les diplomates, en particulier lorsqu'ils n'agissent pas comme ils le devraient. Deuxièmement, parce que en réalité, en Palestine, on parle de 75 ans d'impunité et la Cour est saisie par l'autorité palestinienne depuis 2009. Et entre-temps, on a eu des conflits en 2014, en 2018, à nouveau en 2021. J'étais d'ailleurs à Gaza à ce moment-là, et sans changement majeur. Donc aujourd'hui, de croire que la Cour intervient au milieu de ce conflit qui aurait débuté le 7 octobre, à mon avis, c'est une lecture erronée à la fois du conflit et de l'action de la Cour, comme d'ailleurs ça n'était pas le cas au niveau de l'Ukraine. Vous voyez, on pourrait exactement avoir le même raisonnement en disant le mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine entrave une perspective de paix en Ukraine. Moi, je n'en suis pas convaincu. D'ailleurs, ces deux conflits, Céline Bardet, parce que je précise que vous êtes spécialisée dans les crimes de guerre et notamment comme dans l'utilisation du viol comme arme de guerre, des sévices sexuels notamment et malheureusement qui sont souvent à l'égard des femmes. Ces deux conflits ukrainiens et au Proche-Orient montrent qu'il y a ces deux mouvements parallèles, une justice qui englobe et sur le terrain très vite, dans ces deux conflits-là, des enquêteurs, des enquêtes nécessaires. Vous avez travaillé sur les crimes commis par le Hamas et ses partenaires le 7 octobre. Il y a ces deux temporalités-là qui se mettent très vite en place, c'est ça que je veux dire. Oui, voilà, mais en fait, souvent, on confond... Alors d'abord, une chose, c'est que l'Ukraine, par exemple, il y a un travail extraordinaire qui est fait en Ukraine, mais d'abord parce que l'Ukraine coopère, qu'il y a beaucoup d'argent et qu'il y a beaucoup d'organisations qui font ce travail de documentation. Et qu'on peut aller en Ukraine, la différence de Gaza. Et qu'on peut aller en Ukraine. Que là, s'agissant de Gaza, c'est quasiment impossible d'y aller pour le moment. Donc ça pose des questions sur comment on documente ce qui s'y passe, même si on a des informations aujourd'hui, parce qu'on voit très bien qu'aujourd'hui, ce qui a beaucoup basculé depuis des années, ce sont les vidéos, ce qu'on arrive à faire passer, la technologie. Nous-mêmes, nous utilisons des outils digitaux sur la question des violences sexuelles. Donc il y a ça. Israël, on peut. Moi, je m'y suis rendue. Je continue de m'y rendre. Mais au niveau de la coopération, c'est un petit peu compliqué aussi. Et puis Israël a ouvert elle-même des enquêtes. Mais oui, on voit la violence sexuelle, elle est utilisée dans ces conflits. De toute façon, la violence sexuelle, elle est utilisée dans tous les conflits. Après, là où je voulais juste rebondir sur ce que dit Yohann, et je pense que c'est là où on aura un petit désaccord, mais pas totalement. C'est-à-dire qu'il a complètement raison de dire, ça couvre... Il y a une question d'un conflit qui est là depuis très très longtemps, mais la Cour pénale internationale, elle se prononce quand même sur ce qui s'est
passé le 7 octobre et ensuite. Donc, il faut faire aussi attention à ce que la justice, même si c'est nécessaire, moi j'entends ce qui est dit, c'est nécessaire qu'on regarde tout, il faut faire attention aussi à ce dont on est en train de parler et de quoi parlent les mandats. Voilà. Non, mais une fois qu'on a dit ça, qu'on a fait le constat de ces décisions historiques prises par la justice internationale, de leur portée, de ce sur quoi elles s'appuient, vous le disiez tout à l'heure, Yohann, au début de notre discussion, qu'est-ce qu'on en fait si ces décisions de justice ne sont ni appliquées, ni relayées par les acteurs du conflit, autres que ceux qui sont aujourd'hui effectivement en face à face? Que fait-on? Moi, je pense réellement qu'on est à un moment historique à double titre, où en réalité, le monde démocratique, comme on l'appelle, même si j'aime pas non plus cette manière binaire de raisonner, est confronté à un choix existentiel quasiment. Le premier, c'est de considérer que on veut une justice impartiale, un droit international qui s'applique à tous et qui a vocation à être universel. Et dans ce cas-là, on soutient les instruments de la justice internationale et le droit international de manière aveugle, sans considération politique. Et ça, c'est peut-être un peu utopique, mais c'est un projet d'ordre global. Et l'autre, c'est en réalité le règne des intérêts stratégiques, de la politique et d'une certaine manière la dissolution de ce qu'on a essayé de construire depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est à ce choix aujourd'hui que sont confrontés les États occidentaux, notamment les Américains. Et c'est un choix qu'on verra et qui aura des conséquences pour les décennies à venir, parce que l'alternative au droit international, en réalité, c'est le chaos et la guerre. En ce sens, Céline Bardet, c'est un moment historique qu'on est en train de vivre. En tout cas, c'est un comment je dirais, oui, c'est un moment historique dans le sens où la justice, là, elle prend un rôle, quoi. Elle prend sa place et elle fait, voilà, ce qu'elle peut. Et donc, ça revient à la question, oui, après, elle n'est pas contraignante. Enfin, il n'y a pas une police qui va venir et qui va faire que les décisions sont appliquées. Mais j'ai pas envie de dire c'est pas grave, mais voilà, c'est comme ça, c'est la réalité. Maintenant, elle fait son travail. Ce que je voulais dire, même par rapport à tout à l'heure, c'est qu'il faut faire attention. Il y a toute la question de la documentation, et moi, je travaille beaucoup là-dessus en tant qu'enquêtrice. C'est que la justice, elle doit travailler sur la base de documentation. Quand on est au stade, par exemple, à la Cour pénale internationale de requête pour des mandats d'arrêt, on n'est pas à un stade de documentation, complétée, globale, etc. Il y a ce travail qui est en train d'être fait. Pourquoi j'en parle là ? Parce que c'est important, parce qu'on voit aussi à quel point il y a un enjeu idéologique, politique, stratégique, comme le souligne très bien Yohann, et je suis complètement d'accord avec le fait qu'il faut soutenir la justice, parce qu'on n'a que ça, en fait, sinon c'est le chaos total, mais qu'il faut faire attention aussi, parce qu'on est dans un monde de fake news, de beaucoup d'informations, où tout est basé aussi sur l'émotion que tout le monde peut avoir. On a commencé en parlant de ces images de Rafah. Qui ne peut pas être bouleversé en regardant ces images? Franchement, personne, à part un psychopathe, je ne sais pas, personne. Après, il faut aller au-delà de ça. Il faut comprendre ce qui se passe. Il faut documenter, y compris pour le 7 octobre, où aujourd'hui, 8 mois après, on n'a pas une vision très claire de ce qui s'est passé, de l'ampleur des viols, de la systématisation, de ce qui se passe pour les otages, etc. Donc tout ça, ça fait partie de la justice. Donc tout ce travail, il est extrêmement important et il doit être soutenu et il doit être complètement, effectivement, décorrélé de la politique, du point de vue, de l'opinion, de je ne sais même pas comment qualifier ça, qu'on a tous, qu'on peut avoir chacun chez soi, mais pas dans le cadre de qualification juridique. La justice ou le chaos, je crois qu'on est d'accord là-dessus. Merci infiniment à tous les deux pour cette discussion. Céline Bardet, spécialiste des questions de crimes de guerre. Merci beaucoup, Yohann Soufi, d'avoir été en ligne avec nous. Merci encore. Juste après la pause, on va revenir sur l'autre actualité de la journée au Proche-Orient, la reconnaissance par 3 pays européens, dont 2 pays de l'Union européenne, de l'État palestinien. À tout de suite.
10h30 ici à Paris, la suite de Parlons-en consacrée ce matin au Proche-Orient. 48 heures après l'attaque sur un camp de déplacés, le bombardement israélien sur un camp de déplacés de Rafah qui a fait 45 morts et un déluge de condamnations dans le monde entier. C'est aujourd'hui que 3 pays européens, dont 2 pays membres de l'Union européenne, l'Espagne, la Norvège et l'Irlande, reconnaissent officiellement l'existence d'un État palestinien. Pedro Sánchez l'a officialisé il y a quelques minutes. On va l'écouter, c'est le Premier ministre espagnol. Lors de la réunion du Conseil des ministres qui se tiendra aujourd'hui, le gouvernement espagnol approuvera la reconnaissance officielle de la Palestine. Avec cette décision, l'Espagne rejoint les plus de 140 pays qui reconnaissent déjà la Palestine. Il s'agit d'une décision historique qui n'a qu'un seul objectif: contribuer à l'instauration de la paix entre Israéliens et Palestiniens. Claire Duhamel, on vous retrouve à Jérusalem. Bonjour Claire, vous êtes notre correspondante sur place. Reconnaissance de l'État palestinien par 3 pays européens qui arrivent dans ce contexte très particulier après 8 mois de guerre et surtout après ce bombardement israélien sur Rafah. Bonjour Pauline. Oui, et vu par les Israéliens, eh bien, c'est un coup très difficile. Israël a accusé l'Espagne d'être, je cite, complice des appels au génocide des Juifs. C'était en réaction à ces déclarations de Pedro Sánchez. Depuis plusieurs jours, des ministres ont accusé ces 3 pays d'en quelque sorte récompenser le Hamas après ces massacres du 7 octobre. Israël a aussi annoncé vouloir couper les liens entre le consulat espagnol ici à Jérusalem et les Palestiniens. Mais donc ces 3 pays décident d'officialiser, de moins de reconnaître l'État palestinien. On a entendu Pedro Sánchez. L'Espagne reconnaîtra ainsi Jérusalem-Est comme la capitale de cet État palestinien qui comprend Gaza et la Cisjordanie occupée. Il est attendu que la Norvège et l'Irlande officialisent leur reconnaissance de façon similaire aujourd'hui. Et c'est avant tout un symbole politique. Ces 3 pays espèrent un effet boule de neige. Il y a d'autres pays, bien sûr, ça a été mentionné par Pedro Sánchez, qui reconnaissent l'État palestinien. Ils sont 145 en comptant ces 3 nouveaux pays, mais très peu de pays occidentaux et très peu de pays de l'Union européenne le font, et les divergences restent très fortes au sein de l'Union européenne. La Slovénie devrait reconnaître prochainement l'État palestinien, mais d'autres pays comme la France ou comme l'Allemagne considèrent que ce n'est pas le bon moment pour reconnaître un État palestinien. Claire, d'un mot, comment est-ce que du point de vue, vous l'avez évoqué brièvement tout à l'heure, de l'exécutif israélien, cette décision et surtout cette intention de faire boule de neige, comme vous le disiez, est vécue? Bien, la plupart des Israéliens, en tout cas des citoyens israéliens, vivent ça comme une profonde injustice, puisqu'ils s'estiment victimes du 7 octobre. Ils estiment que la guerre à Gaza, eh bien, c'est une conséquence du 7 octobre. Et les Israéliens ne voient pas les mêmes images de la guerre à Gaza qu'on peut voir, nous, dans les médias internationaux. Et donc, la majorité des Israéliens condamnent cette reconnaissance de l'État palestinien, condamnent aussi les décisions de la Cour internationale de justice. Par exemple, cela se reflète bien sûr au niveau politique, puisque plusieurs ministres ont dit, je le disais, que c'était une forme de récompense au Hamas, mais il y a quand même, comme dans toutes les sociétés, beaucoup de clivages et de fractures au sein de la société israélienne. Il y a une minorité d'Israéliens qui considèrent au contraire que la pression internationale, elle est nécessaire et elle est légitime, et qu'ils pensent, tant la confiance est rompue envers leur gouvernement, que seule une pression internationale pourrait faire peut-être infléchir le gouvernement et peut-être changer le cours de la guerre à Gaza. Claire Duhamel à Jérusalem. Merci beaucoup Claire. Bilal Tarabé, vous êtes avec nous sur le plateau pour un éclairage. Est-ce que cette reconnaissance peut changer quelque chose? Est-ce qu'on peut aller au-delà du geste symbolique, politique peut-être des déclarations d'aujourd'hui? Mais cette reconnaissance, en tout cas dans l'esprit des pays qui l'ont effectuée, et les 3 derniers sont donc la Norvège, l'Espagne et l'Irlande, elle a pour but de faire, en tout cas dans leurs mots, avancer le processus de paix et faire avancer une solution à 2 États, voire pour certains pays comme la Norvège, bien pour qu'il y ait une solution à 2 États dans un futur proche, il faudrait déjà
commencer par créer, ou en tout cas reconnaître 2 États. C'est également pour donner, si vous voulez, pour mettre les Palestiniens, en tout cas l'État de Palestine, sur un pied d'égalité avec Israël dans des négociations qui auront forcément lieu entre ces 2 parties sur un éventuel processus de paix. Et c'est aussi peut-être une manière de soulager la partie palestinienne au regard de la guerre qu'ils subissent après ou à cause, dépendamment des points de vue, des attaques terroristes. Pourquoi est-ce que les Européens, on va peut-être voir la carte des pays du vieux continent dans l'ensemble, qui reconnaissent ou ne reconnaissent pas l'État palestinien, la France y refuse, l'Italie, l'Allemagne, le Royaume-Uni, bien sûr. Pourquoi est-ce que il y a cette telle division? Est-ce que c'est le signe d'une diplomatie divisée vis-à-vis du Proche-Orient? Ah mais complètement. De toute façon, l'Union européenne essaye depuis, pas seulement depuis le 7 octobre, depuis des années, de peser diplomatiquement dans ce conflit israélo-palestinien. Elle n'y arrive pas parce que les pays européens ne sont pas du tout unis sur le sujet. Alors là, sur cette carte, on voit en bleu les pays de l'Union européenne qui ont reconnu un État palestinien et en jaune les pays hors UE qui ont reconnu également un État palestinien. Si cette carte, elle est surtout orientée vers l'Est, on le remarque, c'est historique, c'est parce que c'est l'ancien bloc soviétique qui a reconnu en 1988 tout dans son ensemble la création de la Palestine. Alors les raisons de cette division européenne, si vous voulez, Claire Duhamel en a évoqué quelques-unes, c'est parce qu'il y a plusieurs pays, dont la France, qui considèrent que c'est pas le bon moment. Il y a des pays qui ont des histoires extrêmement différentes. L'Allemagne, qui porte la responsabilité, en tout cas à travers son passé nazi, de la Shoah, et l'Irlande, à l'inverse, qui se sent en empathie avec les Palestiniens en tant que, disent-ils, ancien peuple colonisé. Et enfin, parce que les partis politiques en Europe ne sont pas du tout unis sur le sujet. On est en ligne avec Ofer Bronstein. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup. Merci de prendre le temps de répondre à nos questions. Vous êtes cofondateur et président du Forum international pour la paix, ancien conseiller d'Yitzhak Rabin, chargé de mission par le président français pour le rapprochement israélo-palestinien. On évoquait à l'instant cette reconnaissance de l'État palestinien par l'Espagne notamment. Pour la France, ce n'est pas le bon moment, a dit il y a quelques jours le ministre français de l'Intérieur Stéphane Séjourné. Est-ce qu'il y a, selon vous, un moment qui serait le bon ? Je pense qu'on s'y approche. Je pense que le président Macron l'a dit lui-même il y a quelques semaines que la reconnaissance de l'État palestinien n'était pas un tabou. Moi, j'ai eu la chance de participer, d'accompagner tous les présidents français depuis François Mitterrand jusqu'au président actuel en Israël et dans les territoires palestiniens. Mitterrand, à l'époque, il n'y avait pas de territoire palestinien. Mais ils ont tous dit l'amitié qu'ils ont pour Israël, le soutien qu'ils ont pour Israël, et qu'il fallait renforcer ce soutien. D'ailleurs, dans la réalité, ça a été prouvé. Israël reçoit un traitement privilégié en Europe. Peu de pays hors Europe n'ont le traitement qu'Israël reçoit. Des accords de la recherche, du développement, des accords commerciaux. Et l'Europe est le marché principal d'Israël. Ce ne sont pas les États-Unis. Et c'est resté lettre morte. À chaque fois, il y avait une bonne excuse pour repousser. Et pourquoi ? Parce qu'on a dit qu'il faut que tout d'abord les Israéliens et les Palestiniens se mettent d'accord sur les principes de cet État, rentrent dans les détails, Jérusalem, les réfugiés, les frontières, et ensuite, à la fin du processus, il y aura un État palestinien. Cette théorie, qui est la théorie d'Oslo, a échoué. Elle s'est terminée par une catastrophe politique pour Israël parce que le Premier ministre israélien qui avait signé ces accords-là a été assassiné par un terroriste juif. Aujourd'hui, il faut changer de paradigme. Nous avons écrit la semaine dernière une tribune dans Le Monde et nous avons appelé vraiment sans faire d'effort au public de la signer. En l'espace de moins d'une semaine, on a eu déjà presque 3000 signatures, appelant le président Macron de reconnaître l'État palestinien, appelant le président Macron de donner des gages de sécurité à Israël, appelant les pays arabes et musulmans qui n'ont pas encore reconnu Israël de reconnaître Israël. C'est uniquement ce package politique-là qui va pouvoir redonner vie à un processus de paix qui va être très compliqué maintenant. La société israélienne et la société palestinienne sont profondément blessées. Beaucoup de poison a été injecté ces derniers mois dans les veines de ces deux sociétés. Donc, je pense qu'on aura des accords politiques. Ensuite, on devra construire la paix. On avait espéré faire l'opposé, mais c'est pas grave.
Ofer Braunstein, vous êtes une des grandes voix de la paix ici en France et au Proche-Orient depuis des dizaines d'années. On évoquait au début de cette émission les dernières images de Rafah qui sont absolument insoutenables, qui sont terribles et indiffusables. Dans quel état d'esprit vous êtes? On est après presque 8 mois de guerre. On ne comprend toujours pas aujourd'hui si Benyamin Netanyahou dira un jour « Oui, j'ai atteint mes buts de guerre, je m'arrête là ». Dans quel état d'esprit vous êtes là ce matin? Tout d'abord, sachez que je n'ai pas dormi ces dernières 48 heures, que cette guerre m'afflige énormément de peine physique et de peine morale. C'est le travail d'une vie qu'on voit s'effriter. Je n'ai jamais vu autant de manque d'empathie de la part des Israéliens envers les Palestiniens et de la part des Palestiniens envers Israël. Ça me chagrine énormément. Ce qui s'est passé à Rafah était prévu. Ça ne pouvait pas, j'allais dire, ça ne pouvait pas être autre chose. Tout le monde a demandé et demande encore au Premier ministre Netanyahou, ne va pas à Rafah, ça va être une catastrophe. On ne peut pas espérer faire des bombardements propres, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est comme ça qu'il les nomme, dans une population de presque 1,8 million qui se sont réfugiés à Gaza. Donc c'était prévu. Maintenant, j'espère que cette tragédie d'avant-hier sera celle de la fin de cette guerre. Et je crois que le moment est venu pour faire des pressions beaucoup plus sérieuses sur le gouvernement de M. Netanyahou et sur sa frange d'extrême droite qui met en danger pas seulement les Palestiniens, mais elle met en danger les Israéliens, elle met en danger les Juifs dans le monde. Mais qui écoute-t-il qui écoute-t-il à part eux-mêmes? Tout d'abord, je crois que M. Netanyahou écoute quand même les Américains. Il peut dire Israël seul, etc., et bomber le torse. C'est les Américains, en fin de compte, qui comptent. Est-ce que les Américains sont déterminés à lui dire basta, tu arrêtes là? Je n'en suis pas encore convaincu. Maintenant, il écoute. Je vais vous donner l'exemple du président Macron. Ils ont eu des relations très correctes. Quand Netanyahou a été nommé Premier ministre il y a un an et demi, pour la première fois de son histoire, la première visite qu'il a faite, c'est une visite qu'il a faite à Paris et pas à Washington. Idem pour celui qui l'a précédé, Yair Lapid. Première visite qu'il fait, il l'a fait à Paris. La France est respectée par les Israéliens, respectée par les Palestiniens. Mais je veux ajouter quelque chose. Il y a eu un malentendu, où il y a certains qui voulaient que ce soit un malentendu par rapport à la tribune qu'on a écrite la semaine dernière, appelant la France et d'autres pays à reconnaître l'État palestinien. On nous a dit, c'est donner un prix au Hamas, c'est de dire que le Hamas a gagné la guerre, voilà, enfin les Palestiniens et l'Occident vont reconnaître l'État palestinien. Mais c'est exactement le contraire. C'est ça qu'il faut comprendre. Pas seulement, elle a dit, votre invité a raison, c'est mettre les Israéliens et les Palestiniens à égal à égal. Ils vont dorénavant négocier entre deux États indépendants. Pas seulement ça redonne de la fierté aux Palestiniens, mais ça tue le Hamas. Et pourquoi ça tue le Hamas? Aujourd'hui, on sait, c'est clair, que l'après-guerre, qui j'espère se terminera très rapidement, il n'y a que les Palestiniens qui doivent et peuvent reprendre le contrôle de Gaza. Qui sont ces Palestiniens-là? Ce sont l'autorité palestinienne. Quelle autorité ça va être? Il va y avoir des changements. Le président Abbas a 88 ans. Il va y avoir certainement des changements politiques au sein de l'autorité palestinienne dans les prochains mois. Il faut former, et je sais que la France est en train de le faire, 40 000 soldats ou policiers palestiniens. Il faut, avec l'aide de l'Égypte, avec l'aide du Maroc, avec l'aide de la Jordanie, rentrer à Gaza et prendre le contrôle de Gaza. Et il faut bien entendu que ce soit suivi par une reconstruction massive, des moyens très importants qui soient investis pour reconstruire Gaza. En donnant les clés de Gaza à l'autorité palestinienne, ça tue le Hamas. C'est fini la contrebande, c'est fini de diriger d'une façon si brutale de 2,3 millions de Palestiniens. Pardon, en deux mots, est-ce que vous pensez que redonner le Gaza à l'autorité palestinienne, en deux mots, Ofer Braunstein, est-ce que c'est ce que veulent les Palestiniens aujourd'hui? Oui, bien sûr. Les Palestiniens, vous savez, parfois on parle des Palestiniens ou des Israéliens, on parle de cette minorité terrible, extrémiste, qui est en train de nous dicter l'agenda. Et c'est depuis l'assassinat de Rabin. Aujourd'hui, la plupart des Palestiniens, je suis en contact avec eux tous les jours. Je suis en contact avec les Israéliens tous les jours. Un Israélien qui se réveille le matin, il ne pense pas à Jérusalem. Il ne pense pas
à ce que Dieu lui a promis il y a plusieurs milliers d'années. Il pense à avoir un bon job, avoir de bonnes vacances, de s'occuper de sa famille, de pouvoir aller au restaurant de temps en temps. Le Palestinien de Ramallah qui se réveille le matin, il ne pense pas à la mosquée Al-Aqsa. N'oublions pas que le Hamas a fait son attentat barbare le 7 octobre au nom de Al-Aqsa. N'oublions pas que le Hamas n'est pas une organisation pour la Palestine. Son drapeau, c'est le drapeau vert, ce n'est pas le drapeau palestinien. Il ne parle pas d'État palestinien. Le Hamas, c'est une organisation djihadiste, des frères musulmans. Ses ambitions sont différentes et sont extraterritoriales. Ce n'est pas la Palestine qui leur est important. Il faut redonner aux Israéliens et aux Palestiniens l'espoir d'un avenir meilleur. Je crois, je suis déterminé à continuer à faire le travail que je fais pour faire pression sur les uns et sur les autres. Et je crois que très, très vite, on verra la France se joindre sous une forme qui va être peut-être même plus productive à cette volonté de voir pas seulement l'État palestinien naître, mais de voir Israël reconnaître par ses voisins et de donner des garanties sécuritaires à Israël. On entend votre espoir et votre émotion. Merci infiniment, Ofer Bronstein, d'être intervenu ce matin sur l'antenne de France 24, chargé de mission pour le rapprochement israélo-palestinien. Portez-vous bien, c'est ainsi que s'achève cette grande discussion autour du Proche-Orient. On se retrouve dans un quart d'heure pour un nouveau point sur l'info. À tout à l'heure.